Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Artica Proxy. Aujourd'hui, nous allons donc configurer ensemble le premier proxy de notre ferme de proxy. Donc, ce premier proxy va être le proxy master, proxy maître de notre configuration. Nous allons donc nous connecter directement sur l'interface web du proxy ici, que j'ai nommé px1.final, non px1 final.demo.local. Il faut savoir que ce serveur a été déployé toujours via l'ISO officiel et que lors de la post-installation web, il y a donc un assistant dans lequel j'ai sélectionné le rôle serveur proxy. Il faut savoir que lorsque l'on opte pour cette configuration lors de la post-installation, on va avoir déjà un ensemble de fonctionnalités déployées sur la machine qui vont me faire gagner un peu de temps. On peut les retrouver dans le menu de gauche ici. On peut voir que j'ai déjà le proxy, le service de filtrage, le proxy pack. Voilà. On va revenir un petit peu sur cette configuration et l'ajuster quand même, parce que pour rappel, je dispose déjà d'un load balancer qui a la fonctionnalité proxy pack. Je n'ai donc aucun intérêt à avoir la même fonctionnalité installée ici sur ce serveur proxy. On va donc commencer par corriger cet aspect de la configuration. On va aller dans Système, Fonctionnalités. Ici, je vais tout simplement cliquer sur Sélectionner et je vais choisir l'option Seulement actif, ce qui va me permettre d'afficher uniquement les fonctionnalités installées. Voilà. Et je vais me rendre dans la section Proxy, où là, je vais retrouver mon fameux Proxy Pack. Je vais donc désinstaller la fonctionnalité. Voilà. Donc, c'est chose faite. On retourne sur le tableau de bord et on va maintenant rentrer dans la configuration pas à pas de ce nœud principal. On va commencer par la partie DNS. Vous avez le service de cache DNS ici. On va rentrer dedans et afficher le sous-menu. On va se rendre ensuite dans redirecteur DNS. Et ici, comme je l'ai fait sur mon load balancer, je vais créer un nouveau redirecteur sur mon domaine, demo.local, l'adresse IP de mon contrôleur de domaine. Alors pour rappel, si je fais cette action, c'est pour indiquer tout simplement que tout ce qui concerne le radical demo.local, pour résoudre, je dois utiliser mon DNS Active Directory, tout simplement. J'ajoute cette configuration et je lance ici une reconfiguration du service. Voilà, donc on est bon de ce côté. On refait une petite vérification des serveurs DNS utilisés. On voit que je suis bien sur mon contrôleur AD. C'est exactement ce qu'il faut comme paramétrage. Domaine interne ici, je vais le modifier en démo.local. Et autre chose qui reste à vérifier, c'est que dans mon cas de figure, je suis en démo.local, donc c'est pareil, il faut que j'aille dans le service de cache DNS et que je désactive en fait la réservation du point local. Alors, si vous êtes en point .int ou autre radical domaine, vous n'avez pas besoin de faire cette action. Par contre, si vous êtes avec un domaine qui se termine en point local, il faut vérifier ici dans la partie résolution DNS du service de cache DNS que l'option désactiver la réservation est bien activée. Voilà. Je lance une reconfiguration de mon service. Voilà, donc sur les aspects préparation déjà, on est bon. Maintenant, on va rentrer vraiment dans la configuration. Alors, l'objectif final, c'est d'avoir vraiment un proxy qui va faire du proxy déjà et loguer, qui va effectuer du filtrage et qui par la suite va également effectuer du déchiffrement SSL. Donc, on est en train de monter vraiment une infra complète. On va personnaliser une page d'erreur de filtrage, etc. puisqu'on sera en déchiffrement SSL, donc on va pouvoir aller sur de la configuration vraiment pointue. Et on va commencer par déjà adapter
les petits paramètres de configuration. Donc là, on va parler vraiment d'optimisation de votre serveur. Et après, on va rajouter une couche de fonctionnalité, filtrage, etc. On va se rendre dans le DNS moniteur de service. Alors, moi, je désactive ce paramètre. Je ne fais pas de monitoring du DNS. Mais si vous souhaitez l'activer, vous pouvez l'activer via le bouton actif. On va se rendre dans la section proxy. Dans la section proxy, nous allons ensuite consulter le menu port d'écoute. Les ports d'écoute sont vraiment les points d'entrée dans la machine. Donc pour l'instant, on a juste un 3128 qui est disponible, qui est le port initial de Squid. On ne va rien toucher de ce côté-là. Vous avez un onglet port transparent, ça c'est ce qui vous permet de faire du proxy en mode passerelle. Là aussi, je ne vais pas faire de configuration spécifique puisque je souhaite faire uniquement du proxy connecté explicite. On va regarder l'onglet port distant également. Et cette option, là, ça va être à vous de voir si vous souhaitez la conserver ou pas. Cette option va tout simplement indiquer que pour tous les clients qui passent par le proxy, quels sont les ports externes distants qui sont autorisés à consulter. Donc, si vous laissez la fonctionnalité active, il va peut-être falloir rajouter des ports, si vous avez besoin d'autres ports spécifiques, il va falloir tout simplement les rajouter via le bouton nouveau port. Moi, le filtrage de port, je le fais plutôt au niveau de mon firewall, donc je n'ai pas d'intérêt à utiliser cet aspect de la configuration. Et je vais donc tout simplement cliquer sur le bouton désactiver ici pour supprimer la gestion des ports distants. Maintenant que nous avons effectué notre configuration côté port d'écoute, on va se rendre dans les paramètres globaux du service proxy. Dans ces paramètres globaux-là, moi, il y a deux valeurs sur lesquelles je vais venir jouer, notamment dans la section événements, qui sont les user agents dans les événements temps réel. Alors, les user agents dans les événements temps réel, ça vous permet de voir dans le log temps réel du proxy quels sont par exemple les navigateurs utilisés par les clients et sur quel système d'exploitation ils sont. Voilà, ça rajoute un peu plus de log. Donc je vais activer inclure les user agents dans les événements temps réel et je vais également activer cette deuxième option, tracer les requêtes vers les réseaux internes, qui là va me permettre de voir si effectivement je fais encore des requêtes vers des réseaux internes alors que normalement j'ai fait ce qu'il faut euh, pour que ce ne soit pas le cas, tout simplement, et ça va me permettre d'agir proactif là-dessus. Je vais appliquer cette configuration. Là, il va y avoir une recharge de mon service proxy. Maintenant que cela est fait, on va se rendre dans le menu juste en dessous, support multiple CPU. Le support multiple CPU va me permettre de définir le nombre de CPU que je vais utiliser pour la gestion du Squid. Par défaut, il n'y a rien d'actif de ce côté-là. Moi, sur ma machine actuellement, j'ai 4 vCPU et je vais venir jouer avec ce paramètre-là. Et si vous jouez vous aussi avec ce paramètre, je vous conseille de respecter un ratio de 50% max du nombre de CPU que vous avez. Ce qui veut dire que dans mon cas de figure, j'ai 4 vCPU, ben, je vais en allouer maximum 2. On peut voir qu'il y a une instance 0 qui s'est déclenchée. Je vais activer mon deuxième CPU. Et là, je me retrouve du coup avec 2 instances supplémentaires. On va venir jouer ensuite avec les descripteurs de fichiers, juste en dessous.
Alors les descripteurs de fichiers, si vous posez la question qu'est-ce que ça représente, vous avez une explication juste en haut ici. Un descripteur de fichier est un index d'une entrée dans le noyau. Des descripteurs de fichiers peuvent désigner des fichiers, des répertoires, des devises, blocs ou caractères. Voilà. Donc cette valeur est assez intéressante parce que si vous regardez pour la partie proxy, actuellement je suis configuré à 16384 par défaut, mais vu que j'ai déclenché 2 instances CPU, cette valeur est donc multipliée par 2. On peut voir ici que je suis effectivement à 32 768. Et je suis en utilisation de ces descripteurs à 20. Voilà. C'est normal, j'ai pas de trafic sur cette infra. Sur des infras en production, c'est une valeur qui va beaucoup fluctuer. Elle va monter, elle va descendre, puis elle va remonter selon les usages. Il faut juste faire attention, et c'est pour ça qu'on va venir peut-être modifier un peu ces valeurs par défaut. Il ne faut pas vous retrouver en saturation de vos descripteurs de fichiers. C'est-à-dire qu'on peut avoir le cas de figure où ces descripteurs vont monter, 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 redescendre un petit peu, mais vont encore remonter, remonter, remonter. Donc vont plus monter que redescendre et vont parfois arriver jusqu'à saturation et donc à la totalité de vos descripteurs disponibles. Ce qui va impliquer, si cela se produit, un redémarrage du service proxy pour vider la pile et donc une coupure côté client. Donc on va venir modifier les valeurs de ces descripteurs de fichiers pour éviter que cela arrive. On va commencer par modifier les descripteurs de fichiers système. Cette valeur est actuellement définie à 80 128. Pour ma part, je vais la passer à 372 506. Vous avez des valeurs déjà définies parce que c'est une question d'octet à respecter. Sinon, la configuration serait en erreur. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir jouer avec mes descripteurs de fichiers proxy. Alors, pourquoi j'ai modifié mes descripteurs de fichiers système? Je les ai montés suffisamment haut parce que, sachant que je compte mettre une valeur assez haute sur mes descripteurs de fichiers proxy, bah, il faut que vos descripteurs de fichiers système soient supérieurs à vos descripteurs de fichiers proxy, tout simplement. Donc, par rapport à la valeur qu'on va définir ici, bah, il faut être supérieur sur la partie système et matériel. Donc ici, je suis à 16 000 et je vais donc passer la valeur à 93 000. Pourquoi 93 000? Parce qu'il faut bien se souvenir qu'on a 2 instances et que cette valeur va être multipliée par 2. Vous pouvez voir qu'on passe effectivement à 187 956 descripteurs de fichiers disponibles, ce qui est amplement suffisant. Quand vous faites des modifications de perf comme ça, vous pouvez toujours jeter un œil ici en cliquant sur notamment le load average de votre machine. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que la configuration que vous appliquez ne provoque pas un emballement de la machine et une montée notamment du load average de ce côté-là, ce qui voudrait dire que la machine n'a pas les ressources suffisantes pour la configuration que vous avez appliquée. Là, on voit que je suis à 0,88, ça monte un peu à 13. Puis ça redescend à 12, donc là, la machine est plutôt stable. Maintenant que nous avons configuré nos descripteurs de fichiers, on va se rendre dans la partie section règles globales, ici. Alors, les règles globales sont des autorisations permanentes. Derrière ces boutons, vous avez toute une liste d'applicatifs. Et derrière, vous avez toute une liste d'adresses IP ou de noms de domaine qui y sont référés. Je vais venir ici dire en gros que pour ces applicatifs-là, je ne souhaite pas qu'il y ait de filtrage et je ne souhaite pas qu'il y ait d'authentification Active Directory non plus. Donc, de ce côté-là, je vais rester assez simple. Je vais décocher l'option Kaspersky parce que je ne l'utilise pas. Je vais laisser la compatibilité Internet Proxy parce que dans la compatibilité Internet Proxy, vous avez du iCloud, du iTunes, du Sophos, du Synology. Donc par précaution, je vais laisser cette option à on. Service Windows Update non restreint, c'est pareil, je vais le laisser à on. Et moi sur mon infra, je fais beaucoup de TeamViewer et du Microsoft Office
notamment. Donc on va adapter et rajouter des options qui collent à mon cas d'usage. Donc je vais cocher certains sites Microsoft, Link Online et Office 365 et également TeamViewer. L'option de ne pas déchiffrer le SSL des sites en liste blanche, vous la laissez par défaut à on, c'est très bien. On applique cette configuration. Alors si jamais vous faites du Google ou autre, ben, vous avez également des options peut-être qui peuvent vous intéresser dans cette section. Maintenant que notre moteur proxy est configuré, on va se rendre dans la section service de filtrage et vous avez un sous-menu fonctionnalité. Dans ce sous-menu fonctionnalité, on va pouvoir, alors avant que j'attaque ça, je vois qu'il me manque un bloc qui est assez important, qui est le bloc d'ACL proxy. Donc on va peut-être installer ce dernier. Alors les ACL proxy vont être, pour ma part, un complément de mon moteur de filtrage web. C'est-à-dire que tout ce qui est accès à des sites web et l'accès pour certaines personnes de mon public, je vais utiliser vraiment mon bloc de filtrage web. Par contre, pour faire des choses peut-être un peu plus spécifiques, comme interdire la consultation de certaines extensions de fichiers ou de domaines, enfin d'extensions de domaine plutôt, je vais me tourner vers les ACL qui vont me permettre de faire cette configuration que le bloc de filtrage web ne peut pas faire. Donc, je vous conseille également d'installer ce bloc, même si dans l'immédiat vous ne faites pas d'ACL, au moins le moment venu, quand vous aurez besoin de faire des ACL, le bloc sera présent. Donc ce bloc, il se trouve dans la partie proxy. On va descendre tout en bas jusqu'à arriver dans la partie fonctionnalité proxy. Et vous avez ici le pare-feu d'application web, WAF Proxy ACL, qu'on va donc installer. On peut voir que nous avons donc un menu qui s'est rajouté ici, qui concerne le bloc ACL. Je vais retourner maintenant dans mon bloc de filtrage et je vais installer ici la brique filtrage web, puisque par défaut, vous n'avez que la brique filtrage, donc qui sera suffisante si vous ne faites que de l'ACL. Moi, je veux utiliser le moteur de filtrage web complet. J'ai 8 Go de mémoire sur ma machine. Je peux me permettre d'utiliser cette fonctionnalité sans problème. Bon, je vais cliquer sur installer. Voilà. Cela aura pour effet de rajouter dans le bloc filtrage une nouvelle option règle de filtrage. On ira y faire un tour juste après, mais on va finir un petit peu notre configuration et on va commencer par mettre à jour les listes de l'éditeur Artica, puisque Artica propose plus de 160 listes de catégories, donc on va exploiter dans notre bloc de filtrage web ici. Vous avez une option juste ici, mise à jour des catégories. Alors, si vous la lancez par défaut, vous n'allez pas réussir à faire cette mise à jour. Vous avez un onglet paramètres de mise à jour ici. Et vous avez une option effectue la mise à jour même en période de production. On va aller activer cette option pour que je puisse le faire, parce que là je suis sur des horaires de production, il est 9h20. Sinon vous décochez l'option et vous laissez faire tout seul automatiquement et ce sera dans la nuit principalement qu'elles vont se faire ces mises à jour de base. Maintenant cela est fait, je vais retourner dans le menu état et je vais lancer la mise à jour, même si j'ai l'impression que celle-ci s'est déjà lancée. Je vais faire une petite vérification. Effectivement, voilà, on peut voir que j'ai toutes mes bases qui sont à jour. On va se rendre maintenant dans le menu Vos catégories. Le menu Vos catégories va me permettre de créer des listes personnelles. Alors, le cas d'usage ici pour mon bloc de filtrage web, ça va être de créer une catégorie qui va me permettre de whitelister des choses qui seraient potentiellement bloquées par mes règles de filtrage web sans pour autant libérer la totalité d'une liste noire. Pour autant. Donc, je vais créer ici une nouvelle catégorie. Je vais l'appeler WL défaut. Whitelist défaut. Je l'ajoute.
Je vais l'ouvrir en cliquant dessus. Je me rends dans l'onglet éléments. Je fais ajouter des sites. Je coche l'option forcée. Pourquoi je coche l'option forcée? Parce que si je déclare ici un domaine qui est déjà dans une liste de l'éditeur, ben, si vous ne cochez pas cette option, l'ajout ne va pas se faire parce que le produit va vous dire en quelque sorte pourquoi souhaites-tu faire cette action alors que j'ai déjà moi l'élément dans une liste. Donc prenez l'habitude de cocher l'option forcée pour éviter ce genre de désagrément. Et on va renseigner ici un domaine parce que pour pouvoir utiliser une liste, il faut à minima qu'il y ait un élément dedans. Je vais ajouter mon élément. Je vais cliquer sur compiler cette catégorie. Je referme cette fenêtre et je lance ici un compiler toutes les catégories parce qu'on peut voir qu'actuellement il est en état non compilé. Si vous rafraîchissez en cliquant sur l'onglet, la catégorie est active et compilée. On va maintenant configurer une règle de filtrage. Dans cette règle de filtrage, on va déjà l'ouvrir parce que on va parler un petit peu de comportement de règles. Il faut savoir que la règle défaut, si vous regardez derrière au niveau des sources ici, elle match sur étoile cette règle, c'est-à-dire tout le monde. On va rester sur une règle assez standard dans les médias, mais cette règle défaut, je vais lui dire qu'en position, je veux que ce soit en fin de règle. Voilà, comme ça, si jamais je crée de nouvelles règles, vous allez avoir un peu un fonctionnement en cascade en mode pare-feu de ce côté-là. La règle de comportement, par défaut, elle est configurée en filtré. Filtré, ça veut dire que ce qui n'est pas spécifié en liste noire passe, tout simplement. Vous avez d'autres modes de comportement, vous avez de l'exception. Alors du coup, l'exception, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce qui n'est pas clairement stipulé en liste blanche ne passera pas. Voilà, donc c'est du filtrage inversé. Et le comportement banni permet de créer une règle qui va interdire toute navigation Internet. Voilà. Donc, pas besoin sur une règle bannie de spécifier de liste blanche ou de liste noire. La règle dit pas d'Internet, tout simplement, ce qui peut être peut-être utile si vous créez des règles euh, annexes qui matchent sur une source spécifique pour laquelle vous ne voulez pas d'Internet. Donc là, moi, je vais retourner en mode filtré liste noire. On va fermer cette fenêtre et on va donc configurer notre première politique. Donc on va cliquer sur liste noire ici. Je vais faire ajouter des catégories. Je vais rester sur quelque chose d'assez standard, une vingtaine de listes à peu près. Donc je vais bloquer tout ce qui est agressif, alcool. On va descendre beaucoup plus bas. Dangerous Material, les sites de rencontres, la drogue. J'ai bloqué les réseaux sociaux dans mon cas de figure. Les sites de paris, le hacking, la lingerie, le malware, le mixte adulte. Alors c'est, on va dire, c'est du très dénudé. Le mixte adulte, c'est pas du porno, mais je vais le cocher. Le pay to surf. Je vais passer ensuite en page 2. On va remonter tout en haut. Le phishing, la catégorie fiche tank aussi, le porn, le contournement de proxy, ransomware, les sectes. Je vais également, comme je vous l'ai dit, je bloque les réseaux sociaux, donc j'ai bloqué une catégorie Facebook parce que Facebook a vraiment une liste chez nous. Là, je vais rajouter les réseaux sociaux, les spyware, le terrorisme, les trackers, violence, Juarez, weapon et cryptojacking. Voilà, donc là, ma politique de liste noire, elle est bonne. Je referme tout ça et vous voyez, je suis à 26 catégories. En liste blanche, je suis à 0. Je vais rajouter ici un seul élément qui est la catégorie personnelle qu'on a créée ensemble juste avant. Donc je peux carrément la taper ici, vous voyez qu'il me la remonte, et je la sélectionne. Je lance une construction des règles de filtrage web.
Voilà. Et vous avez un bouton ici, vérifier les règles, qui vous permet de vérifier la politique de filtrage. Donc là, je lance la vérification. Pour l'instant, je passe, c'est parce que ma configuration n'est pas prise en compte. Donc, pour ce cas de figure-là, je vais dans fonctionnalités ici. Je vais dans l'onglet service de filtrage. Je le redémarre, puisque vous voyez, ça fait 23 heures qu'il est up. Et le service de filtrage web, il a un uptime de 7 minutes. On va le redémarrer également. Je retourne dans les règles de filtrage. Relancer une nouvelle vérif ici. Et là, vous voyez, ça ne passe plus. Je vais tester un autre site, facebook.com. Ah, j'ai mal tapé. J'ai tapé Y Facebook. Je vais taper linkedin.com. Pour l'instant, il passe aussi. Alors, est-ce que c'est pas faire un autre Instagram? Vérification. Il passe aussi. Bon. Je vais relancer quand même un test ici. Je vais le faire sur le dating, mythique.fr. Alors, je dois avoir une recharge du service de filtrage qui a dû se faire là. Je vais recompiler. Quand vous avez des effets un petit peu aléatoires comme ça, n'hésitez pas à lancer une reconstruction des règles de filtrage et à redémarrer le filtrage et le filtrage web. Je vais vérifier que mon service de filtrage est bien démarré. 8 secondes, 11 secondes, on est bon. On retourne dans les règles de filtrage. Vérifier. Je refaire le même test, mythique. Hein. Voilà. Il passe pas. On est d'accord. Et je pense que du coup, mon LinkedIn aussi, maintenant, il ne passe pas. Voilà. Les tests de filtrage que vous faites comme ça, vous pouvez les retrouver dans les requêtes. Si on va dans requêtes et on va dans l'onglet requêtes de filtrage, on va retrouver mes tests de filtrage. Donc là, petit exemple de à quoi sert la WL défaut que j'ai créé en liste blanche. Si par exemple, je souhaite bloquer les réseaux sociaux, mais que LinkedIn, je vais l'autoriser, je clique dessus, ici, et je vais, alors, j'ai pas l'option catégoriser ici, donc ce qu'on va faire, on va directement aller dans vos catégories, on va cliquer sur votre catégorie, vous allez dans éléments, et comme j'ai ajouté l'emia.fr tout à l'heure, vous allez ajouter ici, en faisant un forcer, le domaine du réseau social auquel vous souhaitez accéder. Si je fais le test sur lemia.fr, par exemple, que j'ai déjà whitelisté, lemia.fr, par défaut, il est en science computing chez Artica. Mais là, avec la catégorisation en WL défaut, normalement, cette dernière devient prioritaire et il devrait matcher sur WL défaut. Voilà. On voit le résultat ici. Effectivement, j'ai ce que je souhaite avoir de ce côté-là. Donc, côté bloc de filtrage, on est bon. On va maintenant regarder sur la partie log juridique. Donc, dans la partie log juridique, on va aller dans paramètres. Et on va venir regarder la rotation des logs. La rotation des logs, par défaut, elle est configurée pour faire une rotation tous les 100 mégas de fichiers de log. Moi, je préfère une rotation par programmation que je vais lancer à minuit 5. La valeur par défaut me va très bien. Je vais appliquer ici. Et on va venir modifier également, nettoyer les anciens fichiers. Par défaut, on est à jamais, c'est-à-dire que les logs, vous allez les conserver ad vitam aeternam, comme on dit, c'est-à-dire que si votre serveur il a 3 ans de uptime, bah, vous aurez 3 ans de log. Alors que sur les aspects log juridiques, on attend 1 an au niveau juridique.
Donc on va cocher l'option nettoyer les anciens fichiers ici. On vérifie qu'on a bien une valeur à 365 ici et on applique. Voilà, c'est la seule configuration que je vais faire côté log juridique. Mais on peut être amené également à jouer avec les répertoires si jamais on a rajouté un disque dédié au log juridique. Tout simplement. Je retourne ici au tableau de bord. Là, mon serveur est finalisé. Il ne me reste plus qu'à le rajouter dans mon load balancer. Alors, toute cette configuration complète que je viens de faire, je ne vais pas être obligé de le faire sur mon proxy secondaire, sur le deuxième nœud que je vais faire, parce que vous avez une notion de clusterisation des nœuds. C'est-à-dire que quand je vais monter ce proxy de référence que je viens de faire, il aura un rôle de master dans ma grappe, load balancer, et toutes les autres machines que je vais monter ensuite seront des esclaves de ce nœud. Et donc, à chaque fois qu'une nouvelle machine arrivera dans la grappe, le master poussera la totalité de la configuration vers les nœuds secondaires. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le rattachement, cette fois des proxys au load balancer. À bientôt.